Je me suis levé et la douleur était insupportable. Je n'avais qu'une seule question à la bouche, qu'une seule question qui flottait dans ma tête. Je n'arrêtais pas de me demander qu'est-ce qui peut trahir le corps comme ça? Qu'est-ce qui peut trahir le corps à tel point que j'en ai mal, que je n'arrive même pas à me lever, que je n'arrive même pas à lever mon bras, ou même à simplement demander quelque chose à Taylor ou demander quelque chose à Ethan. Je voyais Ethan dormir et je voyais Taylor qui était en train de dormir juste à côté de moi sur le lit. Il était contre le mur, peut-être à cause peut-être à cause du froid, peut-être à cause de la froideur du mur. Je le regardais. Qu'est-ce qui peut très bien trahir mon corps à tel point que je n'arrive pas à réveiller Taylor pour pouvoir lui demander? Qu'est-ce qui peut très bien trahir mon corps à tel point que je n'arrive même pas à me lever pour pouvoir réveiller Ethan? J'avais tellement mal ce jour-là. Nous sommes allés dans, nous sommes allés dans la chambre d'amis. J'ai poussé la porte de ma chambre. Cela a réveillé Ethan et Taylor. D'un seul coup, ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés d'un seul coup. Appuyé sur son bras, sur mon lit, Taylor m'a demandé: Où est-ce que tu vas? En se frottant les yeux. De l'autre côté, par terre, Ethan m'a demandé: Qu'est-ce que tu fais? Et j'ai poussé la porte et j'ai dit: Venez avec moi. Finalement, ils, finalement, quand je leur ai dit: Venez avec moi, dans le couloir, j'ai dit: Et prenez vos PC. On est retourné dans la chambre. Taylor a pris son PC, Ethan a pris son PC et moi j'ai pris le mien, je l'ai débranché de la prise. Il était en train de charger. Il était en train de charger et je l'ai débranché de sa prise USB sur le côté. Je l'ai pris, on a posé les trois PC les uns à côté des autres en forme de triangle. On s'est installé l'un en face de l'autre et on a commencé à chercher partout dans tous les recoins d'internet. Sur tous les recoins d'internet, on a commencé à chercher une solution. J'avais tellement mal et moi j'étais en train de désarmer mon bras. J'étais en train de le désarmer. Et j'étais en train non pas seulement de le désarmer, mais surtout plutôt de le démonter avec avec des vis à aimants. Et j'étais en train de avec des vis magnétiques, avec des vis à aimants et une visseuse, une toute petite visseuse qui faisait à peine la taille de ma main, où je pouvais passer mon doigt où je pouvais passer mon doigt juste sur la gâchette. Juste sur la gâchette, je pouvais y passer mon doigt, appuyé. Elle ne faisait presque même aucun bruit. Et moi, j'étais en train d'ouvrir mon bras en deux. Ethan, Ethan et Taylor, tous les deux m'ont regardé, ont fermé leur PC. J'ai entendu le clap du PC et ils sont venus à côté de moi, m'ont pris le bras et m'ont désarmé de la visseuse que j'avais en main et les vis qui étaient magnétiques. Évidemment, je n'allais pas utiliser de vraies vis, mais ils m'ont tous les deux regardé en me disant: Mais tu es fou, tu es complètement malade. Je les ai retournés, je me suis retourné et je les ai regardés en disant: C'est bon, du calme, et c'est des vis magnétiques. Et là, j'étais en train de retirer certaines parties de mon bras, de regarder à l'intérieur. Cette douleur était tellement intense, mais elle devait certainement être informatique. Plus qu'autre chose, cette douleur devait être liée à l'IA. Elle devait être liée à une série de codes. Elle devait être liée certainement, elle devait certainement être liée à cette IA générée par humain. Elle devait certainement être liée à cette IA générée par humanoïde qui résidait à l'intérieur de mon bras. Mais je ne savais pas d'où elle venait, mais j'étais déjà persuadé que je pouvais savoir où est-ce que j'allais trouver la source de ce mal. Alors petit à petit, comme un puzzle, je défaisais mon bras, ou plutôt comme un mécano, je défaisais mon bras, morceau après morceau, avec les vis à aimants, les vis magnétiques. J'avoue que quand j'ai dit que je défaisais mon bras avec des vis magnétiques et pas des vraies vis, ça a tout de suite relaxé Taylor. Il s'est reculé et a regardé ce que je faisais attentivement. Il récupérait les vis derrière moi que je posais juste à côté et il regardait ce que je faisais. C'est comme si ça avait désarmé sa peur d'un seul coup, le fait que ce soit des vis magnétiques. Les reflets bleutés sur le carbone. Les reflets un peu, les reflets un peu orangeâtres et un peu bruns qu'il y avait sur le cuivre. Les reflets noirs sur le carbone et les reflets bleutés. Les reflets gris sur l'acier trempé et les reflets métalliques sur le métal. J'étais en train de petit à petit détruire mon bras, un petit peu comme un puzzle. Un petit peu comme un puzzle, j'étais en train de détruire mon bras. Et je mettais chaque partie, chaque petite couche supplémentaire. Chaque petite couche qu'il y avait, chaque petite plaque,
chaque petite plaque en carbone, chaque petite plaque en cuivre, chaque petite plaque en acier ou chaque petite plaque qu'il y avait aussi, qui était encore, qui était encore en métal ou en acier trempé, peu importe la matière. À vrai dire, mon bras n'était que des plaques, n'était que de fines couches de métal qui étaient superposées les unes sur les autres. En dessous, ce n'était que des séries de nombres et des algorithmes. En dessous, ce n'était vraiment que des séries de nombres et des algorithmes, ou alors encore des puces, ou des petites. Ce n'était encore que des puces, des codes mélangés, ou alors des ADN entrecroisés. Il y avait certains nerfs et certains vaisseaux, certaines veines que je pouvais apercevoir. Ça bougeait dans tous les sens. Il y avait des battements de cœur que je pouvais entendre résonner entre les plaques de cuivre, entre les plaques de carbone et entre les plaques de métal. C'était un petit peu comme si, C'était un petit peu comme si d'ordinaire, pour moi, le viscéral venait se mélanger à ce qui n'était plus viscéral. Alors je regardais et avec une pince, j'essayais de faire bouger ce que je voyais. J'essayais de faire bouger ce que je voyais. J'appuyais sur les algorithmes et les nombres changeaient. J'appuyais sur les codes et les codes se diversifiaient. Je regardais ensuite les veines et les vaisseaux et je les faisais bouger. J'entendais les battements de mon cœur que je sentais jusque dans mon bras, un peu comme le pouls qu'on sent sur son cou. Et là, j'étais en train de regarder. Je retirais les plaques de métal, parfois je les remettais, et j'essayais de trouver d'où pouvait venir le problème. Cette douleur était peut-être aussi viscérale, mais je n'en étais pas sûr, je n'en avais aucune certitude. Pendant ce temps-là, Taylor et Ethan qui étaient en train d'éplucher Internet dans tous les sens pour des douleurs dues à la génération d'IA sur le corps humain, ils étaient en train de chercher ça. La douleur générée par IA sur le corps humain. Ils étaient en train de chercher ça mais ne trouvaient pas grand-chose. Pendant que moi je fouillais mon bras, de fond en comble, avec de grandes pinces, presque comme si je pratiquais ma propre autopsie alors que j'étais encore vivant. Je voyais leur regard, je sentais le mien, et je sentais ce qu'il y avait à l'intérieur de mon bras, mais rien ne m'indiquait où se trouvait la douleur. Plus que d'autre chose, comme personne n'avait réussi à dire ce que j'avais, pas même moi, en fouillant dans mon bras, avec avec mes outils, pas même moi, avec ma petite visseuse à aimant, pas même moi n'avait su dire ce que j'avais. Ni Ethan, ni Taylor, qui avaient cherché pourtant pendant des heures, personne n'avait su dire, aucun de nous trois. Aucun de nous trois n'avait su dire ce que j'avais. Alors nous nous sommes finalement tournés vers l'une des réactions qui, je pense, est la plus humaine. On est allé voir un garagiste. Pour nous, ça nous paraissait être la meilleure chose à faire, surtout la seule chose qu'il nous restait à faire. Fouiller sur Internet pendant encore 2 heures était complètement inutile. Ou alors essayer d'ouvrir mon bras encore plus profond était encore plus inutile. Alors on s'est tourné vers un garagiste. Devant moi, devant moi était au sol alors plein d'huile, des flaques d'huile que j'arrivais à voir. Il y avait cette odeur de garage que j'aimais encore bien. Et j'ai levé les yeux, et devant moi, orné d'un noir profond et d'un rouge intense, avec 2 lignes, une voiture en hauteur, sur un pont élévateur que j'ai pu apercevoir. Ce n'était pas n'importe quelle voiture, je me suis reculé, reculé et reculé. Finalement, arrivant sur la route, il y a une voiture qui est arrivée à toute berzingue. Cette voiture qui est arrivée à toute berzingue, roulant très vite, Taylor l'a vue juste avant moi, juste avant qu'elle ne me percute. Il m'a pris et m'a poussé contre le mur. Malgré ça, j'ai eu mal, mais je n'ai pas senti la douleur tant que ça. C'était mon autre bras. Alors j'ai regardé Taylor. Je l'ai remercié et nous sommes rentrés. J'ai demandé au garagiste s'il connaissait ce genre de technologie. Évidemment, tout ce qui était technologie générée par IA, tout ce qui était technologie générée par intelligence artificielle, il ne devait certainement pas connaître. Il avait plus qu'autre chose dans son garage, des voitures qui fonctionnaient avec de l'essence ou avec du diesel. Et là, il m'a regardé et m'a dit non. Et Taylor a posé cette question. Vous n'avez jamais eu une voiture électrique à réparer? Vous n'avez jamais eu une de ces nouvelles voitures électriques à réparer? Jamais. Ou alors vous n'avez jamais réparé la radio d'une voiture? Là, je l'ai regardé, j'ai su qu'il voulait pour moi essayer de convaincre le garagiste de pouvoir regarder ne serait-ce que pendant un instant, poser mon bras sur la table et qu'il apporte ses outils qui avaient l'air un peu plus dangereux pour regarder à l'intérieur.
Mais il ne l'a pas fait parce qu'il était convaincu qu'il ne connaissait pas ce genre de technologie. Et je l'acceptais tout à fait, parce que c'est vrai que ce genre de technologie n'est jamais facile à comprendre. La génération par IA sur l'être humain n'est jamais facile. Alors nous sommes repartis les mains vides, mais finalement il m'a proposé un job des plus intéressants. Il m'a montré les clés de la voiture, j'ai dit que la voiture était, j'ai dit que la voiture était impressionnante, qu'elle était impressionnante sur le pont élévateur. Il m'a dit qu'il devait la conduire, mais qu'elle n'était pas encore finie. Alors, alors je lui ai dit, si vous voulez, moi, une fois qu'elle sera terminée, je peux aller la conduire. Il m'a lancé les clés, je l'ai remercié, je l'ai remercié d'avoir pris un peu de son temps pour pouvoir regarder mon bras, même s'il n'avait pas réussi à trouver grand-chose. Et je lui ai dit qu'on reviendra tantôt. On reviendra tantôt, tout à l'heure, et quand quand la voiture sera terminée, je reviendrai tout à l'heure. Et si vous voulez, vous me direz où est-ce que je dois l'emporter, où est-ce que je dois l'amener, la conduire, et à qui je dois la conduire et la donner, parce qu'elle appartenait à quelqu'un. Je savais déjà que c'était un riche homme d'affaires, mais je ne savais pas encore qui. Il allait me dire qui, et j'avais déjà les clés. C'était le principal. Les clés en main d'une voiture qui n'était même pas la mienne me faisaient sentir enfin libre. J'avais l'impression de pouvoir gérer tout, alors que pas du tout. Il y avait encore mon bras qui me faisait souffrir le martyre, mais je faisais comme si de rien n'était. On est allé boire un café. On est allé boire un café, on a marché dans les rues, et je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on m'avait confié la tâche de tenir une voiture, de la porter à son, de la porter à son propriétaire. J'ai été attiré par le regard de toutes les voitures qu'il y avait sur la rue. J'ai été attiré par le regard de toutes les voitures qu'il y avait sur la rue, ou plutôt la manière dont elles roulaient, si c'était un SUV, si c'était une berline, si elle était noire, si elle était rouge, si elle était blanche, si elle était grise, métallique, ou alors encore si elle était d'une autre couleur. J'étais attiré par toutes ces voitures, par leurs conducteurs, femmes ou hommes, et j'étais aussi attiré par les fenêtres, si elles étaient teintées noires ou alors si elles étaient claires. Je regardais les voitures, la manière dont elles s'arrêtaient, et j'étais juste derrière Ethan et Taylor. Taylor qui de temps en temps se retournait et me disait tu viens, et il me tendait un bras comme pour me dire tu viens à côté de moi. Mais je ne l'ai pas suivi, je suis resté là derrière et je marchais. Je regardais les clés que j'avais en main sans trop regarder devant moi. Finalement, quand on est allé boire un café, on nous a apporté notre commande et moi j'ai posé mon bras sur la table. J'ai commencé à le- j'ai commencé à faire la même chose que j'avais fait à mon appartement. Avec la visseuse que j'avais dans mon sac, j'avais un sac en bandoulière et avec la visseuse qui ne faisait pas de bruit, heureusement pour tout le restaurant, elle ne faisait pas de bruit. Aucun bruit. J'ai commencé à défaire mon bras. Taylor m'a regardé et surtout a commencé à regarder et à s'intéresser à ce que je faisais. Là, il ne me regardait plus comme pour me dire mais t'es fou, t'es complètement fou allié, ou alors il ne me regardait plus comme pour me dire ce que je pensais qu'il allait me dire. T'es complètement fou allié de faire ça ici en plein milieu d'un restaurant. Non, il regardait mon bras comme s'il était intéressé par ce que je faisais. Il m'aidait et déposait les petites couches de métal, les petites couches d'acier trempé et les petites couches de carbone et de cuivre sur le côté. Moi, pendant ce temps, j'étais en train de regarder avec les pinces et avec les aiguilles que je stérilisais simplement avec de l'eau que j'avais demandé. J'avais demandé un verre d'eau, j'avais demandé un verre d'eau pour les stériliser. Je n'avais pas d'alcool sous la main. Alors chaque fois je regardais et j'essayais de trouver. Finalement j'ai trouvé le problème. Le problème venait de mon poignet. Venait de mon poignet. Donc le problème c'était simplement que l'une des petites billes en plexiglas à l'intérieur de mon bras résidait à plusieurs endroits, dans l'épaule, dans l'articulation et dans mon poignet. D'énormes billes, plutôt petites, mais qui faisaient juste la taille de mon poignet. Ces billes étaient en plexiglas et à l'intérieur résidait une forme de puissance IA générée à l'intérieur. Ces billes, il y en avait une à l'intérieur. On appelait ça des, on appelait ça des billes AI. On appelait ça des billes AI, mais rien de plus. Ces billes qu'on appelait des AI ou alors des IA, elles étaient à l'intérieur de mon poignet, à l'intérieur de l'articulation de mon bras.
et à l'intérieur de mon épaule. À l'intérieur de mon épaule, elle pesait lourd. À l'intérieur de mon épaule, elle pesait lourd. À l'intérieur de mon articulation, je ne la sentais même pas. Dans mon poignet, elles étaient plus petites et il y en avait deux. Une sur le dos de ma main et une clairement dans le poignet, dans l'articulation. Celle qui était dans le poignet, dans l'articulation, s'était un petit peu déplacée vers l'avant. C'était pour ça que je n'arrivais plus à bouger. Elle s'était un petit peu déplacée dans l'avant, comme une luxation du poignet. J'ai dû alors, avec une aiguille, faire une intervention très chargée. Visuellement, j'ai dû la déplacer et la remettre en place. Elle s'est réallumée, on a entendu une sorte de bruit strident, et ensuite j'ai revu les codes jonction apparaître une nouvelle fois sur les billes. Elles se sont réallumées en une lumière très bleue et phosphorescente. Le problème était réglé. Le problème était réglé et on pouvait récupérer la voiture et repartir. Nous sommes revenus, il a baissé la voiture qui était encore une fois sur le pont élévateur. Le pont élévateur s'est baissé et je regardais la voiture apparaître devant moi. Les clés, je les avais en main. À ce moment-là, j'ai attendu juste qu'il m'ouvre la porte, mais c'est vrai, j'avais la clé en main. Alors, il m'a permis tout simplement d'entrer. Il a simplement déplacé la voiture pour moi, et puis là, juste devant le garage, il m'a il m'a permis tout simplement de rentrer dans la voiture. Il m'a permis de rentrer dans la voiture. Moi-même, j'ai ouvert la portière. Et puis c'est sur le capot de la voiture. Je pensais l'abîmer, mais non, pas du tout. C'est sur le capot de la voiture qui m'a donné l'adresse, qui m'a donné la personne à qui il fallait que je la donne. Une fois que ça avait été fait, je l'ai remercié. Je l'ai remercié. J'allais lui serrer la main avec mon bras, mais finalement je lui ai serré la main avec mon autre bras. Je l'ai remercié et je suis parti. Il a dû simplement entendre derrière nous, en partant avec la voiture, il a dû simplement entendre le bruit du moteur. Il devait être fier de lui que le moteur soit enfin réparé et fonctionne correctement. La voiture avait été livrée en temps et en heure. Quand on est arrivé devant la maison, les grilles se sont ouvertes. Un bruit de grincement au sol, comme si les grilles touchaient encore le sol. J'ai lentement avancé la voiture et j'ai entendu l'humidité s'écraser sous les pneus. On est arrivé devant la maison. Un homme est sorti. Me demandant les clés, je lui ai donné, assis encore à l'intérieur de la voiture. Là, je lui ai mis les clés, je lui ai confié les clés. Je me suis appuyé contre la voiture et finalement, il m'a regardé. Là, je me suis excusé une nouvelle fois en disant « Ah, excusez-moi, pardon ». Je me suis appuyé contre un rebord en pierre, contre une statue, et je lui ai dit « Voici votre voiture, confiée en temps et en heure ». Alors c'est vrai que peut-être je m'étais assis sur le pare-choc, sur le coin du phare. Peut-être que j'étais resté un petit moment à l'intérieur de la voiture, mais on ne se sépare pas si facilement d'une voiture pareille. Alors je lui ai dit voilà votre voiture, livrée en temps et en heure. Quand il avait les clés, il m'a remercié. Et il m'a demandé de rentrer un instant. En rentrant un instant, il m'a dit voilà l'argent pour la livraison de la voiture. J'ai récupéré l'argent. Il y avait 150 € cash. 150 € cash que j'ai récupéré, que j'ai regardé, que j'ai mis dans ma poche, mais certainement pour le garagiste. Alors nous sommes revenus à pied au garage, et là je lui ai donné l'argent. Car elle n'était certainement pas pour moi. Je n'allais pas faire l'ingrat et garder cet argent pour moi. J'étais fier d'avoir accompli une telle tâche. Mais avant de repartir, l'homme nous a regardés. Il nous a demandé nos noms et nous a dit repassez demain. Alors, quand je suis rentré à l'appartement, dans ma chambre, je me suis dit pourquoi est-ce qu'il veut qu'on repasse demain? On lui a livré sa voiture, point barre, tout est fini. Taylor m'a regardé et a dit je sais pas, en haussant les épaules. Il m'a dit je sais pas, peut-être qu'il veut faire notre connaissance. On est ceux qui lui ont apporté sa voiture. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il voulait qu'on repasse demain. Mais je n'allais pas refuser de ne pas passer. Alors finalement, je me suis décidé, en attendant une seule nuit, d'y aller quand même. Je me suis levé tôt le lendemain. J'ai décidé alors d'ouvrir le frigo, de prendre quelque chose à boire et de prendre quelque chose à manger dans l'armoire. J'ai vite mangé, vite fait sur le rush, et ensuite j'ai mis mes baskets. J'ai mis ma veste et nous sommes partis.
Je me suis précipité dans la chambre et j'ai regardé Ethan, Taylor, qui était encore en train de dormir. Je les ai un petit peu bousculés, c'est vrai, mais je les ai réveillés en leur disant: Venez, on y va. Où ça m'ont-ils demandé, et j'ai dit: Voir la voiture. Ils m'ont dit qu'on l'avait livrée, mais que l'homme, c'est vrai, avait envie de nous parler. Alors on y est allé, on a pris ma voiture. On s'est arrêté devant la grille. Même chose, les portes se sont ouvertes, grinçant et laissant des traces au sol. J'ai avancé lentement avec ma voiture, sentant les pneus au sol, qui faisaient, sentant les pneus au sol, qui donnaient l'impression que les pneus avançaient sur la pluie, alors qu'il ne pleuvait même pas. Je suis arrivé et l'homme nous attendait assis. J'avais l'impression qu'il voulait nous dire quelque chose, j'avais l'impression qu'il voulait nous parler d'une mauvaise nouvelle. Mais que pouvait-il bien aborder comme sujet? Comme mauvaise nouvelle, il ne nous connaissait même pas. Alors il a commencé à nous parler de la voiture. On le regardait un peu bizarrement, du genre à vouloir avoir envie de dire: Oui, on sait, on connaît la voiture, on vous l'a livrée. Et tout simplement, il nous a dit: La voiture, je vais devoir l'utiliser pour autre chose. Je vais devoir l'utiliser pour un film. Le film s'appelle Will Be. Le film s'appelle Will Be et je vais devoir l'utiliser pour quelque chose. À ce moment-là, on l'a regardé et on a dit: Oui, quoi? C'est quoi cette chose? Je me suis avancé. Je me suis avancé non pas pour le rassurer, plus pour écouter. Et il m'a dit: Le film, tourné sous le nom de Will Be, va simplement, va simplement être une sorte de film psychologique. Mais il y a une scène de course-poursuite. Il y a une scène de course-poursuite dans laquelle je l'ai regardé et ironiquement, haussant les épaules, j'ai dit: Vous allez en avoir besoin pour faire exploser la voiture, pour faire une cascade. Et il m'a regardé, s'est reculé, n'a pas dit comment tu le sais, mais m'a regardé et tout était expliqué dans son regard. Il voulait, il voulait vraiment me dire comment tu le sais. Et je lui ai dit: ça me paraît logique, sinon pourquoi vous nous aurez appelés? Alors, c'est vrai, j'étais un peu déçu d'avoir apporté une si belle voiture à un réalisateur de film qui allait s'en servir pour une cascade et pour la faire rentrer dans le tas. Mais bon, une fois rentrée, cette voiture m'était presque déjà sortie de la tête. Elle m'était presque déjà sortie de la tête, elle allait rentrer dans le tas certes, mais elle allait servir à un beau film. La portière ouverte, avant de partir, quand on était encore là-bas, il a couru vers nous et nous a, il a couru vers nous et nous a regardé en disant: Attendez une minute, a mis sa main sur mon épaule et m'a dit: Je vous offre des places. Je l'ai regardé et je lui ai dit: Des places pourquoi? Il m'avait l'air un petit peu collant, mais certes très gentil. On avait amené sa voiture, c'était tout. Pour moi, ce n'était qu'une seule chose à faire. C'était une sorte de métier. C'était une sorte de métier à courte durée, une simple chose à faire. Mais il nous a donné des places, et là j'ai regardé ces places. Il n'y avait rien d'écrit. Il n'y avait rien d'écrit, pas de numéro de place, pas de numéro de siège, rien. Ce n'était pas pour un festival quelconque, ou pour un concert, ou pour un artiste quelconque. Il m'a regardé et il m'a dit: C'est pour le tournage du film, en plein centre-ville. Si vous voulez, venez. Les places, c'était des places VIP, juste derrière la caméra, ou alors à côté. Peut-être derrière des barrières, là où il y aura plusieurs gens, ou un petit peu plus loin. Il m'a regardé et a dit: Je vous offre ces places. Vous venez et vous vous mettrez juste derrière les grilles. Comme ça, vous pourrez dire au revoir à la voiture une dernière fois. Vous me paraissez très accroché à cette voiture. C'est vrai que j'y étais très accroché, qu'elle était belle, qu'elle était sublime, voire magnifique. Et il nous a donné ses places en conduisant ma voiture, finalement. J'avais les places en main. Je ne les ai pas mises dans mon sac, juste tenues à la main. Et je les regardais fixement, parfois même plus que la route. Je savais que c'était dangereux, mais ces places m'intriguaient. Je me demandais comment ça allait être. On s'est rendu au bâtiment universitaire. Là où il y avait la bibliothèque et là où il y avait surtout la salle d'informatique. Nous, c'était la bibliothèque et la salle d'informatique qui nous intéressait le plus. Notre intérêt était tourné vers la salle d'informatique. Même si on avait déjà les yeux cassés et les doigts complètement figés, à cause d'avoir martelé pendant longtemps le clavier de notre PC et d'avoir observé pendant longtemps la nuit, en plein milieu du noir, d'avoir observé notre écran, la lumière bleue nous avait éclaté les yeux.
La lumière bleue nous avait éclaté les yeux, la lumière bleue avait vraiment détruit nos yeux, nos pupilles, nos iris. On n'en pouvait plus, c'est vrai, mais là c'était en plein jour, peut-être que ce sera différent. Mais non, en fin de compte, rien de différent, parce que à l'intérieur de la salle d'informatique, il y avait tous ces réverbères avec des lumières blanches, qui nous éclataient les yeux, en plus de l'écran et de la lumière bleue. C'était des anciens PC, mais ça ne changeait rien. Ça ne changeait rien à un MacBook Pro ou à un MacBook Air. Ça ne changeait absolument rien. Et on était là encore une fois à taper les mêmes recherches et à éplucher Internet dans tous les sens. Pendant que moi, Falcon, à l'intérieur de, à l'intérieur de la bibliothèque, en silence, je regardais des livres sur l'ingénierie. Je regardais des livres sur l'ingénierie et sur bien d'autres matières. Par exemple sur la mécanique, ou sur la mécatronique, ou sur la biologie et la biomécanique. Je regardais tous ces livres, je les épluchais, les lisais dans tous les sens, je regardais la table des matières de chaque livre, ou alors parfois je demandais conseil à des jeunes que je croisais, mais aucun n'avait de conseil à me donner, si ce n'est que de continuer à chercher dans les mêmes livres que je trouvais déjà. Alors je suis revenu et finalement j'ai demandé à Taylor et à Ethan simplement de changer de place. J'ai dit à Ethan, s'il te plaît, va chercher des livres, prends un petit peu, prends un petit peu une pause. Je me suis mis à sa place à côté de Taylor. Taylor m'a regardé et j'ai cherché. J'ai épluché dans tous les sens comme moi. Taylor a partagé ce qu'il avait cherché, ce qu'il avait déjà trouvé ou pas trouvé, ce qu'il pensait avoir trouvé de bien ou pas trouvé. Alors moi j'ai continué à chercher, j'ai essayé de faire comme Ethan. Même si je m'étais rendu au livre le premier, Même si je m'étais rendu au livre le premier, parce que j'avais fouillé dans mon bras précédemment, alors il est parti. Il est parti, là je me suis installé, et devant le PC, j'ai commencé à taper dans tous les sens, à éplucher Internet dans tous les sens comme Taylor. Quand Ethan est revenu, on a pris la voiture et on s'en est allé. L'immeuble derrière nous, le bâtiment, le point culminant du bâtiment, la bibliothèque tout en haut avec les jeunes qu'on pouvait apercevoir, leur silhouette à travers la vitre. Je l'ai regardé une dernière fois avant de prendre le volant et de partir. Finalement, on s'est rendu chez Side, parce que le problème était réglé, mais la source du problème nous était encore inconnue. Alors oui, c'est vrai, je pouvais dire que c'était simplement ces petites billes d'énergie, mais je n'en savais pas plus. Peut-être que la source venait d'un code, peut-être que la source venait d'un code ou d'un cryptage, qui sait? Un cryptage, un code ou alors encore un code énuméré, je ne savais pas ce que c'était. Ça pouvait être un code énuméré qui s'était brisé. Je n'en avais aucune idée. Tout ce mécanisme, tout ce mécanisme biologique, tout ce mécanisme qui était viscéral et tout ce mécanisme métallique nous cachait un secret encore inconnu. Alors je l'avais réparé tout seul, mais je ne savais pas encore ce qu'il était franchement. Je savais simplement que l'une des billes dans mon poignet s'était déplacée, qu'elle s'était déplacée un petit peu comme une luxation. Mais peut-être que le problème qui l'avait fait bouger, ça m'était encore inconnu. Alors je me suis rendu chez Side. Arrêtant la voiture et ouvrant la porte, directement ça m'a rappelé les souvenirs. J'ai levé la tête vers le bâtiment d'une pointe culminant, le bâtiment blanc d'une pointe culminant, avec les vitres qui se reflétaient en miroir, le soleil qui apparaissait dans toutes les vitres, des triangles qui apparaissaient à plusieurs endroits. Ce n'était pas un bâtiment, ce n'était pas un bâtiment ordinaire comme tous les autres. C'était un bâtiment triangulaire, avec un triangle qui montait en pointe devant, un énorme sur le côté, et puis juste derrière, un plus petit. Et j'ai regardé tous ces vitres qui, à l'extérieur, se reflétaient comme des miroirs, reflétant le ciel, et à l'intérieur comme de vitres simples. À l'intérieur comme de vitres simples, encore ce goût d'amertume quand quand je rentrais dans ce bâtiment. Toutes ces, toutes ces plantes, toute cette biologie autour de moi, et toutes les personnes qui me regardaient et qui certainement reconnaissaient mon visage, l'impression d'être, l'impression d'être dévisagé. Et puis quelqu'un de beaucoup plus amical m'a dit: «Ah, Falcon, c'était toi celui avec...» Et je me suis tourné, j'ai dit: «Oui, c'était moi. C'était moi.» Finalement, je lui ai dit qu'il fallait qu'on trouve un problème qui s'était passé. Un problème
Il nous a dit que c'était impossible. Il nous a confié que leur technique à eux, c'était que les problèmes étaient impossibles. Les problèmes existent toujours partout, quelque part, dans une voiture, dans un code, ou alors même sur un PC, ou encore même sur un GSM. Alors je les ai regardés. Quand je leur ai dit ça, les codes existent partout, sur un GSM, sur un PC, sur une voiture. Les problèmes, il y en a partout. Des problèmes domestiques, ou alors même des problèmes qui viennent de l'électrique. Ils m'ont regardé et m'ont dit, ça oui, c'est vrai, c'est clair, mais chez ça, ici, c'est presque impossible. Alors je les ai regardés, et ils ont, finalement, ils ont jeté un coup d'œil à l'intérieur, ouvert mon bras tel que je l'avais fait. Je me laissais faire, mais je ne sentais que quelques petits grattements. Je ne sentais que quelques petits grattements qui n'étaient pas si désagréables que ça. Finalement, ils ont trouvé la source. C'était un code ADN. C'était un code ADN et un code crypté qui s'étaient brisés. Ils s'étaient tous les deux brisés, ce qui avait déplacé l'une des billes, pensant pouvoir retrouver une énergie régénérée à la bille qui était juste en face d'elle. La bille voisine, pensant distribuer assez d'énergie, elle s'est déplacée. Mais non, elle n'en a pas trouvé assez. C'était ça le problème, alors finalement il m'en a fabriqué une nouvelle. M'a ouvert le bras, avec une sorte de lame à dissection, m'a ouvert le bras, a déplacé les lames de métal, les a, a déplacé les lames de métal, les a replacées exactement où elles étaient, après avoir enfoncé la bille juste à l'intérieur de mon bras. Elle s'est allumée, et j'ai senti comme si mon bras était devenu tout léger. Toute l'anatomie à l'intérieur s'était réallumée, réenclenchée, et était redevenue viscérale. Et le métal à l'extérieur était devenu plus brillant, plus allumé, plus éclairé, plus alerte. Entre les murs de ces bâtiments, forcément, la peur était constante. Quand ils ont ouvert mon bras avec une lame à dissection, ils ont forcément refabriqué mon bras après. Ils ont refabriqué mon bras après avec des implants, parce qu'ils ont dû me retirer une grande partie, une majeure partie, voire presque la totalité de mon bras. Ils l'a gardé en laboratoire en lieu sûr, dans une sorte de coffre réfrigéré, encerclé par une sorte d'alien cet alien qui déployait des petits bras qu'on appelait des branchions. Les branchions ou alors les petits bras que déployait cet alien, c'était un alien rose, rose un peu foncé, presque de la couleur du sang. Partout sur elle, elle avait des petites gouttes de sang. Quand on la touchait, elle faisait un cri très strident et très aigu. Elle avait 10 yeux tout en dessous, et une sorte de petite bouche avec des, avec des dents pointues. Elle me regardait et m'observait. C'était assez dérangeant, et elle encerclait ce coffre. Quand on venait avec une aiguille, piquer sur elle, elle s'ouvrait comme une fleur, et le coffre pouvait être ouvert. Il y avait de la vapeur qui sortait. Tout au fond, il y avait une lumière un peu vert fluo ou plutôt jaunâtre, et on a posé ma prothèse au fond. Il y avait un liquide tout au fond, je pouvais le sentir. Je pouvais le sentir quand le bac bougeait, je pouvais l'entendre aussi. Je pouvais sentir qu'il y avait un liquide au fond quand on a posé ma prothèse en deux morceaux distincts qui avaient été séparés. Mon épaule, mon bras et mon avant-bras et le poignet. L'avant-bras et le poignet étaient restés collés. Ensuite, j'ai entendu qu'on l'avait plongé dans un petit peu d'eau. Juste un petit peu. Ce n'était peut-être qu'un fond, peut-être qu'un pouce, ou peut-être juste la taille, peut-être juste la hauteur d'un pied. J'ai regardé finalement le coffre se fermer. Je me suis retourné et j'ai été sur une table d'opération, posé mon bras juste à côté. J'ai senti j'ai senti des incisions très précises à chaque endroit, au triceps et au biceps. Finalement, ils ont apporté, quand ils ont apporté ces petits triceps et biceps en silicone, ils les ont glissés à l'intérieur de mon bras. J'avoue que glisser des biceps et des triceps en silicone, ça faisait assez mal. Ils m'ont redonné la même écharpe, que j'ai passée juste autour de mon épaule. Une écharpe
Une écharpe qu'on met souvent pour soigner les fractures du bras ou alors les fractures de la clavicule. Là, ils me l'ont donnée, je l'ai mise, et finalement, j'ai passé mon bras dedans. Et ils m'ont aidé. Je suis parti. C'était la même chose, le même schéma que lors de mon accident. Certaines idées me revenaient. Certaines idées me revenaient, mais j'arrivais à les chasser tout seul. Et parfois même certaines images, mais j'arrivais à les chasser tout seul. En la présence de, en la présence de Taylor et en la présence de Ethan, c'était encore plus facile. Mon jean, malgré qu'il soit noir, était couvert de sang. Mes sutures avaient lâché. Je sentais les lacérations encore ouvertes et ce- je sentais encore cette froideur qui traversait mes sutures ouvertes et les lacérations qui étaient très cliniques. J'arrivais à sentir le froid rentrer dans mon bras. Le sang était en train de couler le long de mon bras. Je me levais, mais ensuite je retombais. J'essayais de me lever en me tenant à la baignoire. J'ai essayé de me lever en me tenant à l'armoire sur le côté. J'ai essayé de me lever en me tenant à l'évier, mais impossible de me lever. J'envisageais alors de rester par terre. Le bord de la baignoire était couvert de traces de sang quand j'ai essayé de me lever. Mon bras trop faible, ma main qui tremblait, j'ai regardé. J'ai regardé tout ça et le sang qui remontait à la surface, les sutures qui avaient lâché, que j'essayais de maintenir fermées en posant mon doigt, mon pouce et mon index dessus. Mais ça ne fonctionnait pas. Une à une, les sutures se mettaient à lâcher. Je n'avais rien entendu, mais sous le bandage, elles avaient lâché depuis longtemps. Et je regardais parfois je regardais même sur mon bras, quand j'appuyais un peu. Quand j'appuyais un peu, il y avait le silicone qui ressortait. Quand je voyais ces, Quand je voyais ces prothèses de silicone qui ressortaient dans mon bras, je me disais peut-être, je me disais peut-être qu'elles vont complètement sortir. Et j'avais peur. La boule au ventre, la panique qui montait. Taylor m'a vu, a ouvert la porte, a vu le sang derrière moi, et moi contre le sol. J'étais pâle, j'étais blanc. La première chose qu'il a fait, c'est me servir un verre d'eau, m'aider à boire. Et je l'ai regardé. Je lui ai dit, regarde, je lui ai dit mon bras. Et il avait tout de suite compris. Mettant sa main dessus, sa main était déjà couverte de sang. Alors finalement, il a appelé Ethan. Ethan est arrivé. Paniqué, il a appelé Ethan, a ouvert la porte et Ethan est arrivé. Il a proposé d'appeler, il a proposé d'appeler le 911. Mais moi, je lui ai dit non, non. Je, ne- je lui ai dit non, je lui ai dit non, que je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas appeler le 911, je ne voulais pas que l'ambulance vienne. Alors Taylor, lui qui avait quelques notions, a finalement cherché partout dans la salle de bain. Je lui ai dit que si jamais il cherchait la trousse à pharmacie, elle était planquée dans le mur. Planquée dans le mur, où ça m'a-t-il demandé. Je lui ai dit là, tu verras qu'il y a un mur qui sonne creux. Et il a frappé plusieurs fois contre le mur, jusqu'à ce que ça sonne creux. Il a appuyé dessus, a fait glisser la planche, et derrière une trousse à pharmacie poussiéreuse. Il l'a prise, et avec quelques notions. Il a coupé tous les fils, a épongé le sang, a demandé à Ethan de faire quelque chose pour lui, faire des compresses chaque fois qu'il coupera les fils. Ensuite, il regardait, ouvrait un peu, en me disant finalement, bois un petit peu. Il m'a mis le verre, il m'a mis le verre à côté de moi, il m'a dit bois un petit peu. Et il m'a aidé à boire, m'a tenu le cou, m'a aidé à boire, et m'a dit, voilà, ça va faire mal. Maintenant, je vais enfoncer l'aiguille à chaque fois dans la lacération. Je vais enfoncer l'aiguille dans la lacération, dans ta chair par la même occasion. Je vais tirer et faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. De l'extérieur, ce sera de l'extérieur vers l'intérieur. Ce sera moins douloureux donc. Mais quand je le ferai de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur de ta chair vers l'extérieur, ce sera plus douloureux. Je lui ai dit d'y aller, de ne pas réfléchir, de le faire tout de suite. Il l'a fait, a fait chaque suture les unes après les autres. Je serrais les dents. Je serrais les dents et je fermais les yeux. Pas pour ne pas voir, mais pour ne pas sentir. Juste avant, à ce moment-là, Taylor a d'abord réfléchi à un plan d'action. Mais que veux-tu inventer comme plan d'action quand tu es couvert de sang? Que veux-tu inventer comme plan d'action quand tu es du sang qui n'est même pas le tien? Taylor était couvert de sang sur son bras, sur ses vêtements et sur son sweat à capuche et à tirette qui était blanc,
couvert de sang et sur son t-shirt blanc. Son t-shirt blanc avec une bande rouge. Il m'a regardé, assis contre le mur, ne savait pas quoi faire, un peu paniqué. Un peu paniqué, il réfléchissait à un plan d'action, les mains sur le visage, du coup son visage un peu couvert de sang. On avait l'impression d'une vraie scène d'un film d'horreur. Alors, alors finalement, Ethan est arrivé, et s'est assis, au sol. Tout de suite, même si moi j'étais dans le mal, même si moi j'étais couvert de sang et que les sutures avaient éclaté, Taylor s'est allumé une cigarette. Il était stressé et il n'en pouvait plus, le pauvre. Il me regardait, stressé et paniqué. J'étais sur le point de me vider de mon sang. Ethan était en train d'arriver et a dit il faut appeler le 911 tout de suite. Mais je lui ai dit non, on n'appelle pas le 911. Ça allait faire ressortir beaucoup trop de choses que je connaissais déjà, beaucoup trop de choses que j'avais déjà vécues et beaucoup trop de choses que je voulais laisser derrière moi. Réfléchir à un plan d'action n'était peut-être pas la meilleure idée, mais on a quand même pris le temps. On a quand même pris le temps de réfléchir, tous les trois. Chacun son tour, on réfléchissait en même temps à un plan d'action. Appeler les secours, essayer de faire ça ici, régler le problème, et finalement, c'est en quelques minutes que Taylor s'est souvenu qu'il avait des notions médicales, des notions de médecine, et qu'il savait peut-être régler le problème. Il savait peut-être régler le problème, mais pas s'il était sous pression. Donc, après quelques minutes, on a attendu, et Taylor s'est mis au travail. Franchement, je ne m'attendais pas un jour à devoir laver mon propre sang avec une éponge. Je ne m'attendais pas à devoir laver mon propre sang avec un chiffon, alors avec une vieille loque. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai dû le faire, quand même. J'ai dû laver la baignoire, sachant que le sang ne part pas très vite. Sachant que le sang ne part pas bien, sachant que le sang s'accroche, il s'accroche aux surfaces sur lesquelles il a coulé. C'est quand même la seule matière liquide, comme l'eau ou alors comme le savon, qui s'accroche à la surface sur laquelle elle a coulé. Elle s'accroche et elle ne part pas. C'est une sorte de liquide indélébile, c'est un peu le super pouvoir du sang. Ça ne disparaît jamais. C'est un petit peu comme la peinture, mais la peinture est un petit peu plus dense. Alors finalement, j'ai frotté. Je suis resté assis par terre. Mon jean s'était mouillé sur la surface qui était contre le sol. Mon jean s'était mouillé. Je ne savais même pas distinguer si c'était du sang ou si c'était du savon et de l'eau. On était en train de frotter, moi assis par terre avec une jambe pliée et une jambe qui était contre la baignoire. Je déplaçais ma jambe qui était contre la baignoire. Mon jeans aussi était mouillé. Impossible de distinguer si c'était du sang ou de l'eau. Souvent, tous les trois, on allait se laver les mains. Avec notre loque ou avec notre éponge, on nettoyait, mais on nettoyait surtout le sang plus qu'autre chose. On n'avait pas nécessairement besoin de savon. Mais la cuisine sentait le savon, c'était abominable. J'ai dû laisser la porte fermée et la fenêtre ouverte dans la cuisine. J'ai dû laisser la porte fermée et la fenêtre ouverte dans la salle de bain, plus que je ne le pensais. Dans la cuisine, on y est allé souvent aussi. Si j'ai dû laisser la porte ouverte dans la cuisine et si j'ai dû laisser la fenêtre ouverte dans la salle de bain, c'était pour deux raisons. La cuisine, c'est simplement qu'on est allé vider le savon là, on est allé vider l'eau là-bas, on est allé se rincer les mains là-bas, on est allé vider le sang qu'on avait rempli dans des seaux, qu'on avait vidé juste dans l'évier. Là-bas, on était habitué à vider du sang, mais pas du sang humain, du sang animal, souvent qu'on retrouve dans le frigo, sur les grosses pièces de viande que ma mère récupère. On était habitué à vider du sang, mais jamais du sang humain, ni même qui venait de mon corps. Alors on a dû évidemment faire comme dans la salle de bain, laisser la fenêtre ouverte et la porte fermée pendant longtemps. Mais impossible de fermer la porte dans la cuisine, parce que c'était une cuisine américaine. Mais la fenêtre, ça je le pouvais. Alors j'ai ouvert toutes les fenêtres. Ma mère est rentrée et m'a demandé pourquoi toutes les fenêtres étaient ouvertes. J'ai essayé de lui expliquer calmement, mais je savais qu'elle allait encore une fois me regarder avec ce même regard lorsque je lui ai montré ma prothèse pour la première fois. Alors je lui ai expliqué calmement, et on s'est mis sur le fauteuil. Et le même regard est revenu encore une fois. Ça m'a brisé le cœur,
mais pas plus que ça, parce qu'elle avait son explication. Forcément, après ce genre d'expérience, je le comprenais totalement. Effondré sur le lit, il m'a d'abord regardé assis et m'a dit franchement, sérieusement. Et puis il s'est effondré sur le lit en arrière, et là il m'a dit sérieusement, je m'attendais pas à devoir faire ça à main nue. Je m'attendais pas à devoir te réparer à main nue comme ça, comme une petite. Je m'attendais pas à devoir te réparer à main nue comme une petite poupée. T'imagines que je t'ai recousu comme une poupée qui serait simplement en tissu. Et il m'a regardé, j'ai regardé mon bras. C'est vrai, il m'avait recousu comme une poupée en tissu. Il m'avait recousu comme une poupée de chiffon. Il m'avait rafistolé comme un simple tapis qu'on doit recoudre, ou alors comme un simple drap, ou alors je ne sais pas comme quoi d'autre, mais il m'avait rafistolé comme quelque chose qui n'était qu'un objet. Alors je l'ai regardé et je comprenais totalement sa réaction. Je me suis mis à côté de lui et je l'ai remercié. Je l'ai regardé dans les yeux, et il m'a dit plus jamais je fais ça, plus jamais je te répare à main nue. Mais il avait ses notions il avait ses notions de médecine, il savait comment faire, mais il m'a regardé en me disant plus jamais je te recouds comme une vulgaire poupée de tissu, comme une vulgaire poupée de chiffon. Je comprenais totalement, je comprenais totalement la manière dont il réagissait. Elle était totalement légitime et je me suis mis près de lui. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, plus jamais t'auras à le faire. Il avait bien serré le bandage, avait bien serré les gaz qu'il avait sortis, en avait sorti plusieurs rouleaux que j'ai été ranger. De la, de la salle de bain, la porte ouverte sur ma chambre, je lui ai dit t'inquiète pas, t'auras plus jamais à le faire. J'ai fermé la porte. J'ai fermé la porte derrière laquelle je dissimulais la trousse à pharmacie, et puis je suis revenu dans la chambre. De l'autre côté, tout silencieux, Ethan était en train de me regarder. Tout silencieux, il était en train de me regarder, et puis je lui ai demandé toi, t'as rien à dire? T'es tout silencieux. Il a levé les yeux, un peu perdu, et a regardé l'écran de son GSM, et a dit non, 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 rien. Avec son pull gris, il a frotté l'écran de son GSM, et il y avait du sang sur sa manche. Je me suis évidemment tout de suite rendu compte que son GSM devait l'impressionner parce qu'il était couvert de sang. Mon sang. Sur la route, j'étais hypnotisé par les lampadaires qui apparaissaient les uns après les autres et faisaient des fils de lumière que je pouvais apercevoir se mélanger. Certains lampadaires grésillaient ou alors étaient moins flashy que d'autres lampadaires que je voyais. Certains étaient moins blancs, moins jaunes ou un peu plus jaunâtres. Et j'étais hypnotisé par ces mélanges de couleurs, mais toujours les mêmes fils de lumière qui apparaissaient devant moi, et les immeubles que je pouvais voir en ombre en contre-jour, juste derrière. Je sentais et je ressentais et je voyais la voiture filer sur la route. Je ne la voyais pas clairement, mais juste le paysage qui défilait sous mes yeux me donnait l'impression qu'elle roulait très vite, et me donnait l'impression que Ethan roulait très vite. Avec sa Audi Q7, il était en train de rouler, d'appuyer très fort sur la pédale. Il se retournait et me demandait comment ça allait à l'arrière. Je lui ai dit très bien. À l'avant, Taylor, avec le bras sur la fenêtre, regardait comme moi par dehors. Finalement, on est arrivé devant un loft complètement vide. On est arrivé devant un loft complètement vide. Celui-ci ne faisait pas partie d'un bâtiment en dessous duquel il devait y avoir des voisins, mais avait l'air d'être complètement seul. On est rentré, on a pris un ascenseur. À l'intérieur, il y avait juste deux escaliers, un sur le côté et un autre de l'autre côté. Les deux escaliers se plongeaient dans le noir et il y avait des rideaux sur le côté qui étaient en train d'être retenus par des crochets. J'ai regardé ces rideaux noirs et ces rideaux bruns. Ils n'étaient pas bruns, mais simplement rouge très foncé, et paraissaient bruns avec la lumière de l'intérieur, une lumière un peu jaunâtre. On a pris l'ascenseur, un ascenseur qui n'était protégé que par des vitres, et on pouvait y voir les câbles. J'avoue que cela me stressait un peu. Quand on est rentré, l'ascenseur s'est arrêté pile dans un loft. J'ai vu alors J'ai vu alors un grand matelas sur le côté, un matelas gris, juste à côté de la vitre, des rideaux qui apparaissaient juste au-dessus du matelas. Un grand fauteuil en U blanc, un peu design avec une forme un peu courbe. Je l'ai regardé et je me suis assis dessus. Une table en verre avec juste en dessous
Une boiserie. J'ai regardé cette boiserie attentivement. C'était une table de ma mère. C'était l'une de ses tables, l'un de ses chefs-d'œuvre, l'une de ses créations. Un tableau noir, pile poil là en face. Pile poil là en face, il n'y avait pas de télé, mais juste un tableau noir qui imitait une télé. Tout avait l'air d'être une sorte de trompe-l'œil. Dans l'appartement, le loft de Ethan, tout avait l'air d'être un trompe-l'œil. La télé n'en était pas une. C'était un tableau qui donnait l'impression d'une télé éteinte. Il y avait ce fauteuil qui avait une forme étrange. Je l'ai regardé. Une forme étrange, mais en forme de U, comme si elle avait comme si elle avait un peu l'impression comme si elle donnait un peu l'impression de la forme d'un U qui avait été plié ou déplié, ou alors encore qui avait été plié un peu plus, presque comme le logo de la marque Nike. Presque la même position, presque la même posture. Et j'ai regardé ce fauteuil et je m'y suis installé. Les jambes croisées, je m'y suis installé. Et puis après, il a allumé la lumière. Derrière, je me suis retourné en entendant la lumière s'allumer. Il y avait une cuisine vitrée elle aussi. Une cuisine où chaque reflet dans les vitres qui étaient plus foncées, qui étaient plus teintées, on pouvait apercevoir les assiettes, on pouvait apercevoir les verres. Il a déposé 3 verres sur la table qu'il a amenés, a ouvert le frigo et juste à côté un frigo à vin. Il nous a regardés. Et sérieusement, je l'ai regardé en lui disant: c'est quoi cet endroit, sérieusement? Je me suis retourné et il m'a dit: c'est mon loft. J'ai haussé les épaules en lui disant: et tu nous en as jamais parlé? Tu n'as jamais daigné nous parler de cet endroit? C'est complètement dingue. Et j'ai regardé la télé. Lui aussi a regardé la télé avec un sourire en coin et m'a dit: ah oui, ça c'est une œuvre de ta mère, elle me l'a offerte. Elle me l'a offerte il y a longtemps, quand on était encore tout jeunes tous les trois. Elle me l'a offerte, c'est une œuvre de ta mère. Une sorte de trompe-l'œil quelque part. Je voulais quelque chose de spécial, bien spécifique. C'est moi qui lui en ai fait la commande. Tu peux l'appeler si tu veux en me tendant le GSM. Il m'a dit ça. Et non, je n'ai pas appelé ma mère. Je voulais juste me relaxer, passer du temps autre part que dans mon appartement. Ça me rappellera trop ce bain de sang. Ce bain de sang qu'on a passé à trois. Taylor, lui de son côté, était en train de tourner en rond, regardait en longeant les murs, la pile de livres qu'il pouvait y avoir, ou alors les armoires et le mobilier qui était très peu commun, mais plus ou moins rétro. Plus ou moins rétro et plus ou moins moderne, un entre-deux, et j'ai regardé le loft tout entier. Je suis venu à côté de Taylor et je lui ai demandé si ça allait. Il m'a regardé, un petit peu l'air saisi, et oui, il m'a dit: oui, ça va. Nous sommes restés là peut-être 1 ou 2 nuits, juste avant que nous repartions, pour une raison bien évidente. Une raison bien évidente, mais qui ne concernait que Ethan. Nous sommes restés là quelques nuits. Moi, ça m'a paru être quelques jours de plus que quelques nuits, mais j'ai pu me détendre, me relaxer, attendre et oublier un petit peu mon appartement. Le soir, je pouvais enfin me détendre. Je pouvais enfin me dire: voilà, je ne suis plus à mon appartement. J'étais sur le lit et Taylor est venu à côté de moi et s'est excusé de comment il m'avait parlé. Je lui ai dit que ce n'est pas grave, on a tous été choqués. On a tous été choqués par ce sang, surtout moi, même si c'est le mien, vous avez autant été choqués par ce sang que moi. Je l'ai regardé et je lui ai dit: ce n'est pas grave, posant ma main dans le bas de son dos. Je l'ai vu redresser sa colonne vertébrale et poser finalement ses mains sur le matelas. Plus tard, Ethan est arrivé et a posé des vêtements juste devant moi. Il m'a dit: voilà, ça c'est pour te changer, pour toi. Je l'ai regardé et il m'a regardé. Dans un long silence, il m'a dit: ah, t'inquiète, j'ai pris des vêtements de moi quand j'étais plus petit, quand j'étais plus jeune, parce que je sais que tu ne fais pas la même taille que moi. Je l'ai regardé et j'ai pris les vêtements. Je les ai simplement, je les ai simplement mis en boule à côté de mon sac que j'avais mis dans la chambre. La chambre était grande, spacieuse, mais surtout très contemporaine. Surtout très contemporaine, très spacieuse, très noire, avec des lumières éthérées. Avec des lumières éthérées un petit peu comme à l'intérieur d'une voiture. Un petit peu comme à l'intérieur d'une voiture, d'une berline aux fenêtres teintées, ou alors à l'intérieur d'une limousine aux fenêtres teintées. C'était un petit peu la même chose, le même genre d'ambiance, où on a l'impression d'être dans le noir, mais pas totalement.
Cette impression d'être dans le noir, mais pas totalement, cette impression que de fines lumières ne t'agressent pas les yeux, qu'il y a des fines lumières qui sont là au sol et au plafond, qui éclairent la pièce, mais que la pièce est quand même plongée dans le noir, me donnait une impression de repos et de relaxation, que je pouvais enfin fermer les yeux et me dire je ne suis pas dans mon appartement. Ce soir-là, Ethan est arrivé et m'a proposé de sortir. J'étais en train de parler avec Taylor contre le mur, assis sur le fauteuil contre le mur, j'étais en train de parler avec Taylor. Taylor était en train de s'excuser, mais moi je lui disais qu'il n'avait aucune raison de s'excuser. À ce moment-là, Ethan s'est mis sur le fauteuil avec nous et il nous a demandé est-ce que vous voulez qu'on aille voir We Will Be? Quand il m'a demandé est-ce que vous voulez qu'on aille voir We Will Be, je l'ai regardé et j'ai dit c'est quoi ça? C'est le nom d'une chanson? Tu veux qu'on aille à un concert? Il m'a regardé et a dit non, pas du tout. Il a pris son PC, a ouvert son PC et l'a tourné vers nous deux. C'était exactement le film dans lequel la voiture allait passer. Le film que le producteur auquel j'ai apporté cette Ford Mustang noire que j'aimais beaucoup. Je lui avais apporté la voiture, il nous avait dit qu'il allait s'en servir pour un film. Il avait évidemment dit que le film allait être tourné sous le nom de Will Be, ce qui ressemblait très fort à We Will Be. Et ensuite Ethan nous a proposé, est-ce que vous voulez qu'on aille le voir? Apparemment c'est un thriller angoissant. Limite peut-être un peu horrifique. Il y a de l'action et nous a dit un petit peu tout ce qu'il y avait. Sans trop nous spoiler l'histoire, il nous a raconté de quoi ça parlait. Il y avait surtout des poursuites en voiture. C'était un peu un James Bond, c'était un peu un James Bond horrifique, avec une sorte de lien avec le monde des esprits. Je l'ai regardé, je lui ai dit ça a l'air étrange et bizarre. Il m'a murmuré à l'oreille, quand j'ai dit que ça avait l'air étrange et bizarre, il m'a murmuré à l'oreille. C'est parfait. C'est parfait pour se mettre tout au fond, et se faire des petits câlins. J'ai regardé avec, je l'ai regardé avec un sourire aux lèvres. J'avais compris ce qu'il voulait dire par petit câlin. J'avais compris que c'était des baisers, que ce n'était pas simplement aller au cinéma et regarder le film, se concentrer sur l'histoire, mais c'était peut-être simplement avoir un moment à nous dans le noir et avec peut-être une ambiance que nous ne regardons pas forcément. Nous y sommes allés et quand on y est allé, j'ai vu les salles qui étaient numérotées. Salle 1, salle 2, salle 3. J'entendais les films qui se déroulaient, même les portes fermées. Et je me disais, là où on va aller, laquelle ce sera. Et on ne regardera pas forcément le film. On était tous les trois sur le lit et Ethan, à un moment, a ouvert son PC, a commencé à surfer sur le net, tombant sur une annonce. Cette annonce disait qu'une maison était vendue. Mais la maison en question, la petite image de la maison lui paraissait extrêmement familière. Il a regardé l'annonce, a cliqué dessus. Même s'il n'était pas du genre à cliquer sur des pubs ou à cliquer sur des recommandations sur internet, là il a cliqué dessus, la maison lui paraissait familière. Et il était écrit que quelqu'un sur internet avait acheté la maison d'enfance dans laquelle il était, et était sur le point de la vendre. On s'est mis à côté de lui, moi je me suis mis à sa droite et Taylor à sa gauche. Taylor à sa gauche, moi à sa droite, on a regardé. Sa maison d'enfance était sur le point d'être vendue. D'un coup, j'ai senti son regard et j'ai senti son cœur commencer à ralentir. Sa respiration devenir plus calme, plus posée, plus sereine, alors que moi, dans des moments comme ceux-ci, je crois que j'aurais sollicité peut-être un intérêt à avoir mon cœur qui se mette à battre plus fort, une respiration plus forte. J'aurais peut-être paniqué. Même si même si on commence à vendre quelque chose sans mon accord, sans mon consentement, je crois que j'aurais eu l'inverse. Mais Ethan a toujours été quelqu'un de calme. Alors je l'ai regardé et je lui ai dit tu n'es pas paniqué, tu n'as pas peur. Et il m'a dit qu'il était en colère. Assis sur le lit avec son PC qu'il a fermé pour ne plus voir l'image de la maison sous tous les angles, proposée sous tous les angles, à droite, la gauche, et même en contre-jour, même la nuit et la journée. J'ai regardé ça, j'ai surfé un peu dessus, et je me suis dit,
Ils ne peuvent pas la vendre sans ton accord, ils ne peuvent pas faire ça. C'est toute ta maison d'enfance et à l'intérieur il y a encore des objets qui doivent t'appartenir. On y est allé et on a regardé les objets. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux récupérer? Tous les deux, tous les deux, on a récupéré des choses et on est allé chaque fois le voir, le consulter, voir s'il voulait garder ça. Des vieux posters, des vieux livres, ou alors encore des, vie- ou alors encore des vieilles affaires d'école. Les vieilles affaires d'école, ça, il pouvait très bien les laisser. Un meuble d'enfance sur lesquels il a toujours posé ses dessins, sur lequel il a toujours posé ses mangas avant de devenir designer pro. Il a toujours posé ses dessins là-dessus, sur laquelle il a toujours posé, sur laquelle il a toujours posé ses palettes sur lesquelles il y avait même des marqueurs à l'huile, et oui. Et tout ça, et tout ça, tout, tout ce qui lui appartenait était posé sur cette armoire. Ces vieux mangas déchirés, tous ces dessins qui étaient là, qui avaient vieilli avec le sang, les couleurs n'étaient plus si vives qu'avant, mais il les reconnaissait encore. Les pages avaient jauni sur le côté, elles étaient un peu pliées, mais ces dessins étaient conservés. Sur le côté, tout son matériel, ses feutres à l'huile, ses feutres à l'alcool, et il les regardait. Il les regardait et il les avait pris. Je crois qu'il avait pris tout ce qu'il voulait, c'est bon. Le lit, il pouvait très bien le laisser. Le lit pouvait très bien le laisser, il ne s'en occupait plus. Pour lui, c'était simplement un simple meuble. Mais de l'autre côté, un peu plus profond dans la chambre, un peu plus au fond dans la chambre, il y avait juste sur une petite table noire un PC. Celui-ci rempli de dossiers. Celui-ci rempli de dossiers et de logiciels qui l'aidaient pour sa formation de designer, là où il a certainement passé des heures devant son PC à parler avec des gens, des designers pros qui l'aidaient quand il était jeune. Il l'a embarqué tout de suite et a embarqué le reste. A embarqué tout le reste avec. Ensuite, on est parti, mais certaines choses sont restées dans la maison. Ça, c'était pour moi l'une des plus belles soirées. On a passé la journée et la soirée. On a passé la journée et la soirée, clairement la journée entière, à bazarder le bureau de mon père. Toutes ses affaires, tout ce qui lui avait appartenu. Je, je le détestais du plus profond de ce que je pensais être mon esprit. Et oui, je le détestais. Je le détestais, mon père. Du plus profond de mon esprit, du plus profond de mon cœur, je le détestais. Je le haïssais d'être parti comme ça sans rien. Je ne pouvais plus ne serait-ce qu'avoir une once d'amour pour lui. Je voulais chaque jour qu'il périsse, je voulais chaque jour où je pensais à lui, ne serait-ce qu'une petite minute où je pensais à lui, je voulais qu'il périsse, qu'il pourrisse, et je pensais à sa tombe. Ça me disait, ça me disait pour moi cette image, bien fait pour toi, c'est tout ce que tu méritais. Je sais que j'étais cruel quelque part et que c'était mon père, mais il est parti sans même me dire au revoir, sans même laisser un mot ou sans même laisser une chemise à ma mère pour que je puisse me réaccrocher à une dernière chose qui lui appartienne. Non, rien, même pas un numéro de téléphone, rien, rien du tout, et il est parti. Il a disparu de la surface de la terre, comme s'il s'était supprimé, comme s'il s'était supprimé de notre famille, comme s'il avait fait une croix sur lui-même en se disant je ne peux pas porter ce fardeau. Et le fardeau, évidemment, c'était moi. Alors, on a passé la journée à bazarder son bureau. Je regardais par la fenêtre, je regardais par la fenêtre en direction du cimetière. Le cimetière, je ne le voyais pas, mais je savais qu'il était quelque part là-bas dans l'horizon. Alors je me disais, bien fait pour toi. Et je bazardais tout ce qu'il y avait, toutes ses affaires. Je supprimais tous ses dossiers, assis à son PC, assis à son bureau. Je supprimais ses dossiers et je me disais, voilà, une bonne chose de faite. Son PC rangé à l'intérieur d'une boîte. Une fois que tout était vide, on avait tout bazardé dans une benne. On avait pris, on avait pris un SUV qui était garé sur le côté, dans le garage, un SUV qui appartenait autant à ma mère qu'à moi. On a rangé. On a rangé ça dans le coffre, toutes les boîtes les unes après les autres. On a dû faire évidemment quelques allers-retours, mais on a tout mis à la benne. On a tout mis à la benne à ordures, dans les broyeurs. Quand j'ai entendu les broyeurs casser tout ce qu'il y avait à l'intérieur des boîtes, casser les PC en deux, les broyer, quand j'ai entendu ces deux surfaces en métal très lourdes se refermer sur les boîtes, quel bonheur! J'ai senti un soulagement énorme.
Je l'ai dit à Taylor en posant ma main dans son dos, et je l'ai dit à Ethan en le regardant. Maintenant que c'était fait, quelque chose de plus, on est rentré le soir. Ethan pouvait maintenant poser ses affaires. Il avait une sorte d'appartement à lui et vivait maintenant chez moi. Il avait un appartement à lui, vivait chez moi, là où il y avait mon père. Je lui ai donné une bonbonne. Je lui ai donné une bonbonne pour mettre de l'odeur, une odeur un petit peu plus feutrée, une odeur un petit peu plus boisée pour l'intérieur de la pièce. Je lui ai dit comme ça fera partir les mauvaises ondes. Je lui ai apporté quelque chose que ma mère m'avait fortement conseillé pour Ethan qui allait maintenant payer un loyer à ma mère. Je trouvais ça amusant que maintenant Ethan allait payer un loyer à ma mère, mais vivre avec moi un petit peu comme mon frère. Alors ma mère est arrivée et je l'ai regardée en haut prendre les escaliers et lui déposer un petit bâton d'encens. Lui déposer un petit bâton d'encens et lui déposer une petite plaque en bois sur laquelle il pouvait faire brûler l'encens qui tombait petit à petit. Moi, je lui ai déposé cette bonbonne et je lui ai dit pour faire partir les mauvaises ondes de mon père. Il m'a regardé et m'a dit, tu sais, t'as pas besoin de faire comme ta mère. Je lui ai répété que je ne faisais pas comme ma mère, que c'était simplement pour lui, que c'était simplement parce que maintenant il était devenu mon frère quelque part. Pas au niveau du... Pas, pas mon frère de sang, mais mon frère au niveau... Mon frère par amour. Simplement mon frère par amour, mais pas mon frère par le sang. Alors je faisais ça pour lui. Je me suis assis avec lui Je me suis assis avec lui dans sa chambre, sa nouvelle chambre, le nouvel endroit dans lequel il vivait, et on est allé voir sa maison. Sa maison, on est allé la voir, on a pris ma voiture et on a pris la BMW X2. On a pris la BMW X2 blanche de Taylor. On y est allé à deux voitures et on a arrêté les deux voitures devant la maison. La maison était vide, complètement vide. On était arrivé trop tard, le panneau était juste devant la maison. Elle n'avait pas été vendue. Elle n'avait pas été vendue, il restait les affaires de Ethan. On est rentré et on a retiré le panneau. On l'a laissé par terre comme ça. On l'a laissé par terre comme ça, on l'a défait. Je me suis retourné comme Ethan une dernière fois vers la maison et je me suis dit que c'était une bonne chose de faite. La maison maintenant, certes, ne lui appartenait plus, mais il pouvait y revenir quand il voulait à sa guise, parce que le panneau n'avait jamais servi et n'avait jamais évoqué le fait que la maison était vendue.